Les signes de changement au Burkina Faso sont discrets, mais saisissants. Une région marquée par la violence et l'abandon voit peu à peu des marchés rouvrir et des familles revenir chez elles. Pourtant, cette transformation fragile repose sur des choix stratégiques qui remettent en question les idées reçues sur ce que signifie la stabilité. Ibrahim Traoré, loin des discours, incarne cette réalité un retour à la vie quotidienne, pas par miracle, mais par des actions concrètes. Mais pourquoi ce retournement est-il si significatif aujourd'hui? Et quel rôle joue Ibrahim Traoré dans cette évolution? Le temps est-il en train de changer la donne? La situation au Burkina Faso a longtemps semblé figée dans l'incertitude, où chaque tentative de reconstruire semblait vouée à l'échec. Mais aujourd'hui, quelque chose d'inattendu se passe. Des régions autrefois dominées par la peur et l'abandon commencent à montrer des signes de vie. Le retour des familles, l'émergence de petits marchés locaux et la réouverture des écoles témoignent d'une transformation en cours. Cependant, cette dynamique reste fragile. Le défi majeur réside dans la manière dont cette stabilité naissante peut être consolidée face aux menaces constantes. Ibrahim Traoré, loin d'être une figure symbolique, joue un rôle clé dans cette réorientation. En privilégiant des actions concrètes sur le terrain plutôt que des solutions extérieures, il a posé les bases d'un modèle qui pourrait redéfinir la trajectoire du pays. Mais les enjeux sont énormes. Si cette stabilité fragile venait à se briser, les conséquences seraient dramatiques non seulement pour les communautés locales, mais pour l'avenir du Burkina Faso tout entier. La question reste donc ouverte, la transition en cours peut-elle se pérenniser? L'élément déclencheur de ce retournement au Burkina Faso est souvent invisible pour les observateurs extérieurs. Mais pour ceux qui vivent au cœur du processus, il est clair, la stabilité ne vient pas d'un changement immédiat, mais d'un enchaînement de petites actions quotidiennes. Un des premiers signes tangibles de ce changement est la réouverture des routes et la possibilité pour les familles à se déplacer de revenir chez elles, là où, pendant des années, tout semblait abandonné. Mais au-delà de cette simple réactivation, un changement plus profond se produit. Ibrahim Traoré a adopté une approche pragmatique et graduelle pour restaurer l'ordre dans ces zones fragilisées. Plutôt que de se concentrer sur des victoires militaires spectaculaires, il a décidé de sécuriser les corridors essentiels pour permettre à l'aide humanitaire d'atteindre les populations et offrir un retour aux familles fuyant la violence. Ce processus n'était pas seulement militaire, il s'agissait aussi de reconstruire lentement les éléments de base de la vie quotidienne, les puits, les écoles et même les petits marchés qui avaient cessé d'exister pendant la guerre. Ces gestes symboliques mais essentiels ont jeté les bases de la reconstruction. Cependant, les défis demeurent. Le retour des déplacés n'a pas été un processus linéaire. Certains villages ont vu des avancées rapides, mais dans d'autres, la violence sporadique a continué de poser des obstacles à cette reconstruction. Il est essentiel de comprendre que cette dynamique n'est pas seulement un retour à la normale, mais une transformation progressive dans laquelle chaque petit pas compte. Le travail de réconciliation et de rétablissement de la confiance entre les communautés est aussi crucial que la restauration des infrastructures. Il reste donc une question fondamentale: ces progrès peuvent-ils être maintenus face aux menaces persistantes? La stabilité ne dépend-elle pas simplement des actions militaires, mais de la capacité des communautés à se reconstruire elles-mêmes, jour après jour, malgré l'incertitude? Ibrahim Traoré ne s'est pas imposé comme un leader, par le biais de discours grandiloquents ou de promesses vaines, mais par des actions concrètes sur le terrain. Dans un contexte où la violence et l'instabilité dominaient le Snotiposo et le centre du Burkina Faso, il a fait le choix de travailler à partir des réalités locales plutôt que de se fier aux théories extérieures. Lorsqu'il a pris l'initiative de restaurer des corridors de sécurité, ce n'était pas dans un but de conquête militaire, mais pour faciliter la circulation des civils et l'aide humanitaire. Cette approche pragmatique a permis un retour progressif des familles et la réactivation de certaines activités économiques de base. L'impact immédiat de ces actions a été tangible
là où les routes étaient devenues des pièges mortels. Elles sont redevenues praticables. Les premières réouvertures de marchés ont été un signe visible de cette transformation, bien que modeste. Ce qui a commencé comme un rétablissement de l'ordre physique s'est progressivement étendu à une restauration de la confiance communautaire. Les villageois, initialement hésitants, ont commencé à revenir. Mais au-delà des infrastructures, c'est un changement plus profond qui s'opérait. La sécurité redevenait une réalité quotidienne. Ce processus de réintégration a néanmoins été semé d'embûches. Les attaques isolées et la peur de nouvelles violences continuaient de marquer la vie des habitants. Pourtant, l'idée selon laquelle la stabilité durable ne peut émerger que de l'intérieur, par la résilience des communautés elles-mêmes, a été la clé de la stratégie de Traoré. À travers une présence militaire continue mais discrète, il a montré que la paix, même fragile, pouvait se fonder sur la vie ordinaire des populations. Le processus de stabilisation au Burkina Faso a suivi un enchaînement stratégique, marqué par des étapes successives, où chaque avancée a jeté les bases de la suivante. Ce n'était pas une transformation soudaine, mais plutôt une série de petites victoires concrètes. D'abord, les unités mobiles ont été déployées pour ouvrir des routes et sécuriser les corridors vitaux. Leur rôle n'était pas d'imposer une domination, mais de faciliter la circulation et permettre l'accès humanitaire. Ces premières opérations ont ouvert la voie au retour des familles déplacées, qui avaient fui les violences et s'étaient réfugiées dans le sud du pays. Ce retour progressif a été un signal fort, symbolisant une première victoire pour la communauté. Cependant, cette première phase n'était qu'une étape. Une fois les routes dégagées, un second dispositif a pris le relais, les unités stationnaires. Leur rôle, plus discret mais essentiel, consistait à maintenir une présence stable sur le terrain. Elles ne partaient pas en mission de conquête, mais demeuraient dans les villages pour arbitrer les tensions locales, écouter les habitants et surveiller l'évolution de la situation. Ces unités ont été un facteur clé de la stabilité à long terme. Là où les premières patrouilles avaient apporté un répit temporaire, les unités fixes ont assuré une stabilité continue. Ce processus a également été soutenu par la réactivation progressive des infrastructures locales. Les puits, détruits ou empoisonnés lors des années de violence, ont été réhabilités. Les écoles, fermées pendant des années, ont commencé à rouvrir, d'abord de manière symbolique, puis de façon plus régulière. Ces gestes simples, mais puissants, ont permis aux populations de se réapproprier leur quotidien et ont constitué la base d'un retour à la vie normale. En même temps, les petits marchés, qui avaient été disparus sous la pression des attaques, ont lentement recommencé à fonctionner. Là où la terreur avait régné, la vie économique locale reprenait ses droits. Au-delà de la sécurisation et de la réouverture des infrastructures de base, la relance économique a été une priorité essentielle. Le soutien agricole, avec la distribution de semences, d'outils et d'équipements, a permis de redonner vie à des champs abandonnés. Cette relance a été d'autant plus importante qu'elle a visé à restaurer l'autosuffisance alimentaire et à sortir du cycle de dépendance aux importations. Parallèlement, la réorganisation du système alimentaire local a permis aux producteurs de retrouver des canaux commerciaux et de se remettre à vendre leurs produits dans les marchés locaux. Néanmoins, ce processus de reconstruction demeure vulnérable. Les villages, bien que réoccupés, restent marqués par les cicatrices de la guerre. Chaque avancée peut être remise en question par des attaques sporadiques ou par des tensions internes. La fragilité de la situation est visible dans les hésitations de certaines communautés à revenir, ainsi que dans la crainte de nouvelles violences. Mais malgré ces incertitudes, les progrès réalisés sont indéniables. Le retour des familles, la réouverture des marchés et la relance de l'agriculture témoignent d'un changement qui, bien que fragile, est tangible. Au cœur de ce processus se trouve la stratégie de sécurité adoptée par Ibrahim Traoré, qui a compris que la stabilité durable ne viendrait pas uniquement de la force militaire, mais aussi de la reconstruction patiente et mesurée des bases de la vie quotidienne. Ces choix tactiques, fondés sur la réactivation des infrastructures de base et la création de conditions de vie durables pour les populations,
ont permis de poser les bases d'une reconstruction plus profonde, qui pourrait, dans les mois à venir, se transformer en un véritable renouveau pour le Burkina Faso. Les progrès réalisés au Burkina Faso dans le cadre de la stabilisation et de la reconstruction ont été soutenus par des données mesurables qui illustrent l'ampleur de la transformation en cours. 3 indicateurs principaux témoignent de cette évolution: le retour des déplacés, la réouverture des marchés et la relance de l'agriculture. Ces éléments ne sont pas seulement des signes anecdotiques et de reprise, mais des preuves tangibles de l'impact des stratégies mises en place. Le premier indicateur clé est ça, le retour des familles déplacées, qui dépasse désormais 1 million de personnes, selon les données disponibles. Ce chiffre, bien que partiel, est un indicateur fort de la restauration de la sécurité locale. Avant l'intervention de Traoré, plus de 2 millions de personnes avaient fui les zones de conflit. Leur retour progressif démontre que les corridors sécurisés et les efforts tenus pour rétablir les conditions de vie normales ont porté leurs fruits. Dans des zones comme Barcelogo, Gabou ou Boulaye du Moujoune, où la peur et l'abandon avaient dominé, la vie reprend peu à peu, symbolisée par le retour des familles qui, sans la garantie de sécurité, n'auraient pas à envisager de revenir. Un autre signe tangible de ce retour à la normale est la réactivation des marchés locaux. Plusieurs zones du pays, notamment celles du nord et du centre, qui étaient devenues des déserts commerciaux pendant la guerre, voient désormais une reprise de l'activité économique. Là où les marchés étaient autrefois des lieux de danger, ils sont redevenus des hubs commerciaux. Cette reprise a été rendue possible grâce à la sécurisation des routes et à la présence continue des unités stationnaires qui ont permis aux commerçants de reprendre leur activité. Bien que ces marchés soient encore loin de retrouver leur pleine capacité, le simple fait que des étals de mil, d'igname et d'autres produits soient de nouveau présents sur les marchés est un signe évident de la reprise économique. Le troisième indicateur clé est la relance de l'agriculture. Des fonds substantiels ont été alloués à la réhabilitation des terres agricoles et à la fourniture d'intrants nécessaires pour redémarrer la production. Cette initiative a permis de remettre en culture des terres autrefois abandonnées. Le programme de distribution de semences et d'outils agricoles a permis à des milliers de petits producteurs de retourner à la terre. Cela a également permis d'organiser une nouvelle approche de souveraineté alimentaire, en réduisant la dépendance du Burkina Faso aux importations alimentaires. Le résultat est une réorganisation du système de production, où les produits locaux gagnent en importance et en circulation sur les marchés réactivés. Ces 3 éléments, le retour des déplacés, la réouverture des marchés et la relance agricole, sont des preuves concrètes que les efforts pour reconstruire la stabilité au Burkina Faso ne sont pas seulement théoriques, mais qu'ils se mesurent en termes réels. Toutefois, bien que ces chiffres soient positifs, ils restent partiels et doivent être suivis de près. Chaque avancée reste fragile et dépend d'une stabilité sécuritaire continue. Les prochaines étapes pour assurer que ces gains se consolidèrent passeront par une gestion rigoureuse des ressources, la surveillance des zones sensibles et le maintien de la cohésion sociale au sein des communautés locales. Le processus de stabilisation au Burkina Faso n'a pas été exempt de critiques, en particulier en ce qui concerne la dépendance accrue à l'intervention militaire et à une centralisation des pouvoirs. D'un côté, certains analystes estiment que la stratégie adoptée par Ibrahim Traoré repose trop lourdement sur les forces armées, un facteur qui pourrait compromettre la transition politique à long terme. Selon ces voix, une stabilité fondée sur des bases militaires fragiles risque de dériver vers un autoritarisme, concentrant trop de pouvoir entre les mains de l'armée et du gouvernement central, tout en négligeant les structures démocratiques locales. Ce point de vue soutient que la dépendance à des solutions militaires rapides et ciblées pourrait se révéler inefficace si les tensions internes se ravivent ou si l'insécurité refait surface dans les périphéries. Cependant, il convient de nuancer cette critique. La stratégie d'Ibrahim Traoré, qui s'appuie sur une action militaire ciblée et une présence militaire continue, n'est pas uniquement une réponse à une crise sécuritaire, mais aussi une première étape vers la reconstruction des structures de base
de la société. En d'autres termes, la sécurisation des zones et la réactivation des infrastructures de base sont indispensables pour établir une fondation solide sur laquelle d'autres processus de développement peuvent se bâtir. La présence des unités stationnaires qui se concentrent sur la médiation et la gestion des tensions locales est un exemple de cette approche différenciée. Elles sont une réponse mesurée, non pas à l'objectif de domination militaire, mais à celui de maintenir la paix sur le long terme, en permettant aux communautés de reprendre peu à peu leurs activités quotidiennes sans la menace constante de violence. Il est aussi essentiel de souligner que, malgré les critiques concernant la concentration de pouvoir, la stratégie de Traoré met un accent crucial sur la réintégration des communautés locales dans le processus de reconstruction. Les efforts pour relancer l'agriculture, soutenir les coopératives locales et assurer une souveraineté alimentaire sont des témoignages concrets de cette approche inclusive. Loin de se concentrer uniquement sur des gains militaires, cette approche vise à rendre les populations autonomes et à restaurer un équilibre socio-économique dans les zones dévastées. En fin de compte, bien que les critiques liées à l'autoritarisme et à la militarisation de la transition ne soient pas sans fondement, elles omettent souvent le caractère pragmatique et nécessaire de cette approche. La sécurisation d'un territoire fracturé, la relance de l'économie locale et la restauration des services de base demandent un engagement à long terme, où la présence militaire, au lieu de représenter un obstacle, devient un catalyseur pour un retour à la normalité. La question n'est donc pas de savoir si cette approche est parfaite, mais si elle peut offrir les conditions nécessaires pour une transition durable dans un contexte aussi complexe. Le moment clé de cette transformation est survenu lorsque les premières victoires militaires se sont concrétisées en conditions de vie réelles. Ce point de bascule n'a pas été marqué par une victoire militaire éclatante, mais par la réouverture des routes, le retour des familles et la réactivation des marchés. C'est dans ces gestes ordinaires, souvent négligés, que réside le véritable changement. Le retour des familles déplacées, par exemple, ne se limite pas à un chiffre impressionnant, mais à une réalité tangible des villages autrefois désertés, renaissent à travers des actions simples, comme la réouverture des puits et la reprise de la culture. Le vrai test de cette transition réside dans sa pérennité. En effet, malgré les avancées, la fragilité de cette situation est omniprésente. Les attaques sporadiques, la méfiance résiduelle des populations et les défis institutionnels continuent de représenter des menaces. Pourtant, ce qui était une simple lueur d'espoir est devenu une réalité vécue par des milliers de personnes. Le changement n'est plus seulement une question de sécurité militaire, mais une question de rétablir les gestes quotidiens du vivre ensemble. Cette réintégration progressive des vies ordinaires est le premier signe de ce que pourrait devenir une stabilité durable. Les effets de la transformation en cours au Burkina Faso se manifestent à travers différents groupes sociaux et régions, chacun percevant la situation à travers ses propres priorités et réalités. Les familles qui ont retrouvé leur foyer après des années de déplacement sont parmi les premiers à constater un changement tangible. Le retour des déplacés internes dépasse 1 million de personnes, ce qui représente un signal fort de stabilité retrouvée. Là où les villages étaient devenus des déserts, ils commencent à retrouver vie. Les enfants retournent à l'école, les marchés rouvrent, et les puits réhabilités permettent aux femmes de se rendre à l'eau sans crainte d'être attaquées. Cette reprise des gestes quotidiens semble anodine, mais pour les populations concernées, elle incarne la normalité retrouvée après des années de terreur. Pour les commerçants et les acteurs de l'économie locale, la réactivation des marchés a eu un impact profond. Loin des périodes où les échanges étaient impossibles en raison des attaques et des routes impraticables, les marchés redeviennent des lieux de rencontres et de transactions. Là où les étals de mil, de légumes et de produits locaux avaient disparu, ils commencent à réapparaître. Cette reprise économique permet aux familles de se reconstruire, mais aussi de soutenir l'économie régionale. Des petites initiatives locales, comme la réintroduction de l'élevage et des coopératives agricoles,
commençant à donner un nouvel élan à des secteurs clés de l'économie. Cependant, ces avancées sont loin d'être uniformes. Certaines régions, plus éloignées ou encore sous l'influence de groupes armés, continuent de lutter pour retrouver la stabilité. Les tensions internes, exacerbées par la violence passée, restent palpables dans certaines communautés. Les premières réinstallations dans des villages partiellement sécurisés ont été perçues comme des réussites, mais elles ne sont pas sans défi. Les habitants, bien que revenant progressivement, restent vigilants, souvent inquiets de la durabilité des améliorations. La peur d'un renversement rapide de la situation n'est jamais bien loin, et de nombreux acteurs locaux continuent de scruter l'évolution des conditions sécuritaires. Dans les régions où la paix semble s'être installée, la question de la durabilité se pose. Le système local peut-il soutenir ces progrès? La mise en place d'unités fixes, dont le rôle est de maintenir la sécurité sur le long terme, est un des facteurs clés de cette stabilité. Là où ces unités sont présentes, la vie reprend plus rapidement. Les marchés, les écoles et même les infrastructures agricoles bénéficient de cette stabilité sécuritaire. Le défi majeur réside dans la capacité à maintenir cette dynamique, notamment dans les régions plus vulnérables. L'impact de cette stabilisation ne se limite pas aux zones directement touchées par la guerre, mais a également des répercussions sur les régions voisines. Les routes réhabilitées et la circulation sécurisée ont facilité les échanges interrégionaux, créant une forme de solidarité régionale. Les communautés qui bénéficient de la sécurité accrue influencent positivement celles qui se trouvent encore en marge, contribuant à un effet domino qui amplifie les progrès réalisés. En somme, les effets de cette transformation sont multiples et variés, allant de la réintégration des déplacés à la revitalisation des économies locales. Si la situation reste fragile, ces signes de progrès tangibles sont les premières pierres d'un édifice qui pourrait, à terme, aboutir à une stabilité durable. Les 6 à 12 prochains mois au Burkina Faso seront cruciaux pour déterminer la trajectoire future du pays. 3 scénarios principaux émergent, chacun reposant sur des variables clés liées à la sécurité, à l'agriculture et à la capacité de maintenir la cohésion sociale. Le scénario de base envisage une situation relativement stable, où la sécurité continue de s'améliorer. Dans ce scénario, la situation reste relativement stable. La sécurité continue de s'améliorer, bien que de manière graduelle, et les retours des déplacés se poursuivent, mais à un rythme moins rapide qu'espéré. Les marchés locaux restent ouverts et fonctionnent de manière régulière, bien que leur potentiel reste limité en raison des faibles niveaux d'investissement initial. Les projets agricoles continuent de porter leurs fruits, et les familles bénéficient d'une reprise économique modeste mais tangible. Les coopératives locales et les producteurs agricoles jouent un rôle clé dans cette stabilisation. Toutefois, la menace d'attaques sporadiques demeure présente, et l'incertitude politique pourrait freiner le développement à plus long terme. Ce scénario propose une croissance modérée, avec des gains constants mais fragiles. Le défi principal résidera dans la gestion de l'instabilité périphérique et dans la nécessité de maintenir la sécurité sans compromettre les libertés locales. Dans le scénario optimiste, on imagine que les conditions météorologiques restent favorables et que les infrastructures se développent efficacement. Si les conditions météorologiques restent favorables et que les infrastructures continuent de se développer efficacement, le Burkina Faso pourrait connaître une reprise plus rapide. Dans ce scénario, les unités de sécurité réussissent à maintenir la stabilité, ce qui permet au marché de se dynamiser de façon plus substantielle. Les exportations agricoles augmentent grâce à une meilleure organisation et à une capacité de production accrue, soutenue par l'aide gouvernementale et internationale. Le retour des déplacés s'accélère et des investissements dans l'agriculture et les petites entreprises locales redynamisent les régions touchées par la guerre. Le pays pourrait voir une résurgence de la confiance parmi la population et dans le secteur privé, entraînant ainsi une période de prospérité relative. Toutefois, des risques demeurent, notamment la gestion des tensions internes
et la pression sur les ressources naturelles. Le scénario pessimiste pourrait se réaliser en cas de recrudescence des attaques violentes et d'incapacité à sécuriser certaines régions. Le scénario le plus sombre pourrait résulter d'une recrudescence des attaques violentes et d'une incapacité à sécuriser les régions périphériques. Les villages récemment rétablis pourraient voir une nouvelle vague de départ, notamment si les infrastructures essentielles telles que les écoles, les hôpitaux ou les marchés sont à nouveau attaquées ou non réhabilitées de manière durable. La fragilité du processus politique, couplée à une dégradation des conditions économiques à l'échelle locale, pourrait entraîner un déclin de la confiance parmi les populations, freinant ainsi les efforts de reconstruction. Ce scénario serait marqué par un recul dans les progrès réalisés, les communautés locales devenant de plus en plus vulnérables à la violence. L'instabilité persistante rendrait difficile la mise en œuvre d'une relance agricole efficace et limiterait la capacité du gouvernement à garantir la sécurité et la paix dans les zones les plus affectées. Il est donc fortement recommandé que le Burkina Faso continue d'investir dans la construction de la paix et de la résilience économique à long terme. Quel que soit le scénario, il est impératif que le Burkina Faso continue d'investir dans la construction de la paix et de la résilience économique à long terme. Les actions doivent se concentrer sur le renforcement des capacités locales, la sécurisation des espaces vitaux pour les populations et le soutien à l'agriculture durable. Les actions de stabilisation doivent être suivies de près pour s'assurer que les progrès réalisés ne sont pas effacés par de nouvelles vagues de violence. La clé sera d'assurer une gestion prudente des ressources et d'adopter une approche plus inclusive pour renforcer la cohésion sociale et économique à l'échelle nationale. Pour les habitants du Burkina Faso, la situation actuelle dépasse les enjeux géopolitiques et militaires. C'est une question de survie quotidienne, de retrouver des routines simples que beaucoup prenaient pour acquises avant la guerre. Si vous vous êtes déjà demandé ce que cela signifiait de vivre dans un endroit où chaque pas en dehors de chez soi pouvait représenter un risque, alors vous comprendrez l'importance des petites victoires de la vie quotidienne. Pour ceux qui sont revenus dans leur village, la réouverture des marchés ne représente pas seulement un commerce, mais un retour à la dignité. La possibilité de récolter à nouveau des cultures, de vendre des produits locaux, ou même de simplement acheter du pain au marché témoigne d'une normalité retrouvée. Un contraste frappant avec la terreur qui a marqué ces mêmes lieux il y a quelques mois. Les jeunes qui autrefois se sentaient piégés par l'absence d'opportunités, trouvent maintenant des moyens de reconstruire, que ce soit en rejoignant des coopératives agricoles ou en participant à des projets d'amélioration des infrastructures locales. Leur rôle dans cette transition est crucial, car ce sont eux qui porteront l'avenir du pays. Le retour des familles déplacées et la réouverture des écoles, bien que modestes, sont des symboles forts de résilience et de la volonté collective de reconstruire un futur viable. Pourtant, cette reconstruction ne concerne pas uniquement le Burkina Faso. Elle pose une question universelle. Comment une communauté se relève-t-elle après la destruction ? Comment passer de la survie à la prospérité malgré les cicatrices de la guerre ? Les prochaines étapes de cette transition, qu'elles soient rapides ou lentes, affecteront non seulement les générations actuelles, mais aussi celles à venir. L'impact de cette reconstruction ne se limite pas à des chiffres. Il réside dans les histoires de vie des individus qui, jour après jour, reconstruisent un avenir à partir des cendres du passé. La transition vers une stabilité durable au Burkina Faso repose sur un plan en plusieurs étapes, où chaque phase de reconstruction doit être minutieusement exécutée pour éviter de nouveaux revers. Premièrement, la sécurisation continue des zones sensibles reste primordiale. Cela implique non seulement de maintenir une présence militaire stable, mais aussi de renforcer la coopération avec les acteurs locaux pour éviter que les progrès réalisés ne soient effacés par des attaques sporadiques. La clé ici est d'assurer une sécurité discrète, suffisamment présente pour dissuader les violences, mais sans imposer un contrôle excessif qui pourrait nuire à la confiance des communautés locales.